Et du coup, sans plus attendre, je laisse la parole à Jules. Bah, merci Marc. Mais de rien, c'est bon. Alors du coup très content d'être ici et je vais donc vous faire une chronique qui va commencer comme souvent dans mes chroniques par une très longue introduction et par une petite scénette. Alors ça va tout de suite vous mettre la puce à l'oreille, hein. En tout cas Marc, toi qui ne sais pas, donc nous sommes le 12 octobre 1492. Donc nous sommes en début de matinée et Christophe Colomb, un marin génois devenu explorateur pour la couronne espagnole, accoste sur l'île de Guanahani dans les Bahamas, avec une flotte de 2 caravelles, la Pinta et la Niña, et une caraque du nom de Santa Maria. Alors cette île de Guanahani, il va la baptiser San Salvador, et bien qu'il ne le saura jamais, puisqu'il restera persuadé d'avoir mis le pied aux Indes, il vient en fait de lancer la découverte d'un continent entier, qui prendra en 1507 le nom d'un autre navigateur, Amerigo Vespucci, qui fut un des premiers à se rendre compte de la nature de la découverte. Alors vous le savez sûrement, cette découverte va avoir énormément de conséquences, pas forcément bénéfiques pour les habitants du continent, puisque ça va amener à la mort de presque 56 millions de personnes durant le siècle à venir, et énormément de conséquences donc sociales, environnementales même, mais que je ne vais pas détailler ici. Non, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il s'agit bien d'une découverte ? En effet, en 1960, l'écrivain norvégien Helge Ingstad s'interroge sur une possible incursion scandinave médiévale sur les côtes du Canada. En fait, à l'époque, ça fait déjà plusieurs années que l'idée d'une incursion scandinave ancienne en Amérique a émergé. D'après plusieurs sagas qu'on avait pu retrouver, Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, le fondateur de la colonie du Groenland, Greenland, aurait découvert des terres au-delà de ses propres colonies. Des terres qu'il aurait appelées Vinland, la terre des vignes, en référence aux raisins sauvages que certains membres d'équipage y auraient décelés. William Munn, l'éditeur de Terre-Neuve du journal The Evening Telegram, un quotidien à grand tirage de St. John's, est le premier en fait à proposer dans une série d'articles publiés en 1914 que le site de Terre-Neuve est potentiellement l'endroit où Leif Erikson aurait pu poser le pied et commencer à bâtir quelques petites colonies. Alors ces articles ils seront plus tard rassemblés dans un petit ouvrage intitulé The Vinland Voyages, The Location of Helluland, Markland and Vinland from the Icelandic Sagas. Alors, après ces différents tâtonnements, plutôt bibliographiques, c'est l'archéologue danois Jørgen Melgaard qui en 1956 va commencer en fait à aller prospecter un peu dans le coin. Bon, bien qu'il ne trouve pas grand chose, en fait ça va simplement commencer à attiser la curiosité des locaux, curiosité qui va n'avoir de cesse que de s'accentuer. Et donc, quand notre écrivain norvégien, Helge Ingstad, en 1960, revient là dans un village qui s'appelle Lance aux Meadows, un village côtier de Terre-Neuve, il va être accosté par un gars du coin, du nom de George Decker, qui va le conduire à un complexe intrigant de bosses et de crêtes recouvertes d'une épaisse couche herbeuse. Vu comme ça ressemble quand même à des constructions anciennes. Et donc Helge et sa femme, Anstein Ingstad, vont alors débuter une série de fouilles avec l'aide de chercheurs américains, islandais, norvégiens et suédois. Et petit à petit, c'est 8 structures en tourbe et à charpente en bois qui émergent, dessinées par des restes de murs en pierre. Le style des constructions et leur agencement ressemblent étrangement aux vestiges archéologiques du XIe siècle retrouvés en Islande et dans le Groenland norrois. Alors en fait, il s'agit de 3 habitations, d'une forge et de 4 ateliers aménagés sur une terrasse étroite au-dessus d'une tourbière et d'un petit ruisseau. Le tout est groupé en 4 complexes, dont 2 comprennent un grand hall attenant à une petite hutte, de style plutôt islandais qu'on peut retrouver dans les vestiges archéologiques donc en Islande entre le Xe et le XIe siècle. Puis on trouve également 2 huttes semi-souterraines creusées dans le sol, d'un style scandinave typique qui est tombé en désuétude à la fin du XIe. Et enfin, une petite hutte circulaire typique de statuts sociaux inférieurs en Scandinavie, tels que des esclaves. Donc toutes ces observations architecturales se matchent quand même plus ou moins bien pour pouvoir attester de la période. Alors on n'a pas que ça, on a également des objets mobiliers, on a des broches, des anneaux qui nous permettent d'être plus ou moins sûrs de la période. Et puis on a des traces d'activité, alors on va retrouver pas mal de copeaux, environ 50 objets de bois abandonnés, des clous de bateau, des planches de bateau, ce qui permet aux archéologues d'avancer l'idée que ce petit avant-poste ait pu servir de zone de réparation de bateaux et donc potentiellement d'avant-poste pour aller plus au sud. Et c'est un argument en fait qui est attesté également par des vestiges naturels, puisqu'en fait on a retrouvé des graines qui n'ont rien à faire dans cette partie de Terre-Neuve et qui semblent venir de plus au sud. Alors à quoi ça ressemblait en fait ce petit avant-poste à l'époque ? Faut s'imaginer un site
boisé, ce qui est absolument pas le cas aujourd'hui, hein. Donc un site boisé en bord de côte qui pouvait accueillir environ 70 à 90 personnes. Au vu des activités et des traces qu'on a retrouvées, il devait s'agir essentiellement d'hommes, et compte tenu des distinctions sociales entre bâtiments, il devait exister une forte disparité sociale et hiérarchique au sein du camp. Ainsi donc, près de 5 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb sur les rivages des Bahamas, des explorateurs scandinaves avaient bien découvert et vécu sur les rives de Terre-Neuve, explorant sans doute plus avant vers le sud cet horizon infini de nouvelles terres. Pourtant, sur le site de Lance aux Meadows, les fouilles ont démontré une fréquentation bien antérieure, s'étalant sur près de 4000 ans. Et là encore, je pose la même question que tout à l'heure, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une découverte donc ? Parce que la présence humaine sur le continent américain est donc bien antérieure à quelques redécouvertes ponctuelles d'occidentaux. En 1929, Ridgely, je passe de façon globalement l'épisode à écorcher des noms, Ridgely Whitman découvrit lors de fouilles du côté de la ville de Clovis dans le Nouveau-Mexique plusieurs outils de pierre et d'os en connexion avec des faunes disparues du Pléistocène comme le mammouth de Colomb, des camélidés, des chevaux, bisons et tigres à dents de sapin. La culture humaine identifiée suite à cette découverte a donc pris le nom de la ville à proximité, donc la ville de Clovis, et la culture de Clovis a plus ou moins été admise comme étant l'une des premières cultures humaines implantées au niveau du continent américain. Dans les années qui suivirent, on a retrouvé des milliers de pointes similaires, donc d'Amérique du Nord jusqu'au Costa Rica, le tout ayant été daté à environ 14 000 ans. Alors à cette époque, il faut imaginer qu'on est en plein maximum de la dernière glaciation. Le niveau d'eau général est d'environ 120 mètres plus bas que l'actuel, du fait du couvert de glace plus important, qui va avoir comme conséquence d'absorber énormément d'eau. Et donc le nord de l'Amérique est accessible par la Béringie, donc un vaste territoire rejoignant le continent asiatique et américain par l'actuel détroit de Bering. Pourtant, si ce bras de terre a sûrement été accessible bien plus tôt que ces 14 000 ans dont on a parlé pour la culture de Clovis, on sait que globalement, on aurait pu commencer à initier une incursion vers le continent américain depuis la Sibérie à partir d'environ 26 000 ans, peu d'indices semblent attester d'une présence humaine plus ancienne sur le continent. Et c'est là que vient une découverte assez récente. Alors on est dans le parc de White Sands, le plus grand désert de gypse au monde, un grand désert de sable aux États-Unis. Et dès les années 1930, on commence à découvrir dans ces sables plusieurs pistes d'empreintes figées dans les sables, des fois un peu endurcies. Et notamment un trappeur gouvernemental va trouver une empreinte surprenante de 55 cm de long par 20 cm de large. À l'époque, tous les journaux font leur publication là-dessus. Ils sont persuadés d'avoir trouvé la preuve du légendaire Bigfoot. Bigfoot, ouais. Et oui, et donc énormément de journaux vont en parler. Bon, l'observation était bonne, simplement l'interprétation n'était pas forcément la meilleure. Alors, il a fallu attendre bien des dizaines d'années plus tard pour comprendre que l'auteur de l'empreinte était un paresseux géant, ayant marché dans les sables riches en gypse à côté de mammouths de Colomb. Alors ces empreintes, donc il y en a énormément en fait dans le secteur, ont pour la plupart été exposées au vent et ont disparu, ne laissant donc que des reliquats, des disparates d'anciens passages, des empreintes ponctuelles. Mais le parc, comme je vous l'ai dit, comprend des milliers d'empreintes, très fragiles. Encore une fois, c'est imprimé dans le sable, qui des fois est un peu induré, mais pas forcément énormément. Et ces empreintes, en fait, ont déjà été surnommées depuis plusieurs dizaines d'années les ghost tracks par les trappeurs locaux. Donc ces empreintes fantômes d'une vie passée, de mémoire passée. Et en 2019, deux scientifiques responsables du parc, donc David Bustos, donc responsable du programme de ressources du parc, et Matthew Bennett, géologue, retournent à un escarpement qu'ils avaient déjà visité une dizaine de fois dans le parc. Ce jour-là, le vent avait exposé un ensemble d'empreintes terminant dans un monticule de sable. Et cette fois-ci, c'était bien des pas humains. Alors, l'étude a été lancée sur le secteur, et au total, c'est près de 61 empreintes, laissées par 16 personnes au maximum, qui ont pu être décomptées dans l'article qui a été publié dans Science, il y a à peine quelques mois. Pour la plupart, il s'agit d'empreintes d'enfants ou d'adolescents. Certaines de ces empreintes se trouvaient intercalées entre des couches de sédiments contenant une petite plante aquatique, la rupia. Et donc, puisque enfin auditeur de Tout et de Rien, vous avez déjà écouté la chronique sur le carbone 14, vous savez que la découverte de ces petites particules organiques a permis en fait de lancer une datation de ces éléments et donc de donner un âge approximatif à ces empreintes. Et l'âge en question est tombé à 21 000 ans, repoussant ainsi le premier pas en Amérique grâce à des traces laissées par des jeunes en bord d'un lac. Aujourd'hui, la question de l'arrivée d'Homo sapiens en Amérique reste sujet à de nombreux débats. Et ainsi, en 2020, dans la revue Nature, des restes de pointes de pierre et de charbon ont été retrouvés dans la grotte de Chiquihuite, encore une fois navré, au Mexique.
Et des spécimens, encore une fois, qui ont pu être datés au carbone 14, donc de charbon de bois, ont permis de constater une fourchette de dates comprise entre 12 000 et 32 000 ans. Là encore, Ouais. énormément de questions se posent. Et il faut imaginer qu'à l'époque, si les dates d'environ 30 000 ans se voient confirmées, le paysage désertique de cette partie du Mexique était alors vert, humide, couvert de genévriers, de pins parsemés, de lacs et de sources thermales. Encore une fois, tant de paysages aujourd'hui disparus. Et ainsi, combien de vécus, d'histoires, de souvenirs ont pu naître et se transmettre dans des paysages et des terres lointaines, isolées, sans que ces derniers n'aient pu arriver jusqu'à nous. Et ainsi, combien d'histoires de nous sont encore à découvrir. Ces questions de ces territoires disparus, on en reparlera dans une prochaine chronique. Oh, merci beaucoup. Trop bien, trop bien. Merci, merci. Et effectivement, c'est vrai que ça va aller de pair avec la chronique de Nicolas qui va suivre d'ici quelques instants. C'est des pointes de flèche. J'avais entendu parler à un moment donné, mais je savais pas si c'était vrai ou pas, qu'il y avait des pointes qui ressemblaient justement à des pointes aurignaciennes en Amérique. Ouais, Euh, c'est les points de Clovis, justement. c'est les pointes Mm. Clovis, c'est ça, Ouais. d'accord. Elles sont très, très belles, très, très bien faites. C'est, ouais, ça ressemble pas mal à ce qu'on peut retrouver en Europe, à des périodes, du coup, un peu antérieures. Ouais, ça c'est incroyable, hein, c'est dingue. Bah, c'est assez bluffant, ouais, ça casse vraiment toute l'image qu'on pouvait avoir du continent américain pour le coup. Mais alors, un truc rigolo aussi, c'est que, enfin, selon certains modèles, c'est vrai que l'Amérique du Sud aurait été peuplée avant, l'Amérique du Ouais, Nord et c'est ça Ouais, qui ça est c'est une vraie question, ça, ouais. c'est chouette, ouais et c'est une question d'actualité parce qu'il y a pas oui, encore de vérité, propre et claire là-dessus encore. Il y a encore Ouais, Il y a ça, des c'est- chercheurs qui questionnent la possibilité qu'il y ait pu y avoir un foyer de peuplement directement en Amérique latine, ce qui serait énorme c'est clair. et qui remettrait énormément de choses en question, parce que pour l'instant, tous les modèles tiennent quand même compte du fait, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'alternative, qu'on vient quand même plus ou moins d'un foyer africain. Mmh. C'est Ouais. vrai que s'il y a une convergence écologique qui aurait pu mener à un deuxième foyer de naissance de l'humanité en Amérique, ça pourrait Ah être oui, mais d'accord, incroyable. c'est carrément pas un peuplement, mais carrément un autre foyer dominé. Il y a des chercheurs qui avancent cette théorie, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment de quoi l'étayer. C'est juste Ah, une ça serait bien. hypothèse. C'est juste ouais, Ah, en fait, c'est la drôle. problématique, c'est qu'on a des dates qui sont plus antérieures, en gros, en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord. Donc il faut bien trouver, quelque chose et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches à faire. C'est un sujet qui est Mm. passionnant et je pense que Ah, dans c'est les années à passionnant. venir, Ouais. on aura encore plein d'infos et plein de trucs. Là, il y a encore plein de sites où on a trouvé en Amérique du Sud des potentiels outils, mais en fait, c'est très compliqué d'attester de la nature humaine de certains outils ou autres. Donc il y a plein de débats aussi par Ouais, rapport comme à avec ça. des singes qui utilisent, qui Ouais, cassent des cailloux et ouais. j'avais écouté un podcast sur Carbone 14, je crois, sur France Culture, où il y avait un épisode vraiment que là-dessus, sur les singes, qui cassent des cailloux et que du coup, qui posent problème aux archéologues. Parce que du coup, il faut savoir, quel caillou a été taillé par un humain et quel caillou est le résultat d'expérimentation, de singes, quoi. Primate, Mm. simiesque. Ouais, Ouais. après tout, nous aussi, on est des gros singes qui tapent sur des cailloux. Mais enfin, du coup, Oui, c'est pas propre, c'est pas le geste basique est pas propre à l'homme, quoi. Donc c'est ça qui. Oui, c'est ça qui pose problème, ouais. Effectivement. Bah, en tout cas, merci encore Jules pour tous ces questionnements que tu nous as apportés ce soir. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.